Pourquoi Bitcoin est-il coincé entre 90 000 et 100 000 dollars depuis plusieurs longues semaines? Est-il manipulé? Contrôlé? Est-ce qu'il s'agit d'un complot? Eh bien, ce sont précisément les réponses à ces questions que je vais te donner dans cette vidéo. Salut, moi c'est Jay, nous sommes le vendredi 21 février 2025 et aujourd'hui, c'est l'actu crypto qu'on va décoder. Alors, est-ce que tu es prêt? On va commencer. Alors j'en profite pour te rappeler que si mes vidéos te sont utiles, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actus crypto. On commence tout de suite par une petite vue d'ensemble du marché qui, pour la deuxième journée consécutive, est encore dans le vert, surprenant. Et on voit que ce sont surtout les projets IA, intelligence artificielle, qui ont performé. Donc on voit TIA, NIR, FET, c'est assez rare de les voir en vert dans ces petites bulles. Tao aussi également. On voit quand même que IP a bien performé, 58%. S de Sonic de l'ancien nom Phantom, également. MKR, Bera, bon. Les altcoins remontent tout doucement. En revanche, Bitcoin et Ethereum, encore plus doucement. Alors tout de suite, l'indice de la peur et de la cupidité. J'ai arrêté de le dire en anglais, c'est trop compliqué à prononcer et ça fera du bien à vos oreilles. Et on constate qu'on est encore dans la neutralité, dans le bas de la neutralité, on est à 42, hier nous étions à 40, la semaine dernière nous étions à 38. Encore une fois, nous sommes toujours complètement décorrélés du prix du Bitcoin, qui lui est quasiment à 100 000 dollars. Cet indice-là, qu'est-ce qu'il veut dire? Quand il est à 42, c'est que tout le monde s'en fout. Alors c'est complètement ahurissant parce qu'on nous aurait dit en 2022 que le Bitcoin à 100 000 dollars provoquerait la neutralité dans l'intérêt du marché. On aurait du mal à y croire. Mais c'est comme ça. Le Bitcoin est coincé dans un range depuis quelques semaines. Les altcoins prennent très cher. Donc forcément, la peur s'est installée sur le marché. On remonte tout doucement vers la neutralité. Mais malheureusement, on est encore très loin, très loin de l'euphorie d'un vrai bull run. On attaque sur les news, notamment en relation avec la miniature. Donc on voit que Samson Mow est l'un des acteurs les plus actifs dans l'écosystème Bitcoin depuis sa création, qui nous dit que le prix du Bitcoin, il est bizarre en ce moment. On dirait qu'il est fabriqué, on dirait qu'il est manipulé. Pire que ça, il est possiblement réprimé, restreint, bridé, puisqu'il s'échange dans un petit range hyper serré, alors qu'à côté de ça, on a les institutionnels qui achètent massivement. Alors plus depuis une semaine, c'est vrai, mais on est coincé de ce range depuis le mois de décembre. Quand on regarde les charts, effectivement, c'est super louche. Les institutionnels achètent du Bitcoin et pourtant son prix ne monte pas. Alors pourquoi? Eh bien, il a selon moi deux raisons principales. Alors je suis navré, je n'ai pas de petite infographie à vous montrer. Il va falloir faire preuve d'imagination, mais je vais vous expliquer la première raison. La première raison, c'est que le Bitcoin est acheté par des hedge funds. Ce sont des gros fonds de placement. Et ces fonds de placement, quand ils achètent du Bitcoin, ils protègent leur position. Alors supposons qu'ils achètent ici au top. Ils se disent que le prix du Bitcoin peut descendre. Et ces fonds-là, ils n'ont pas envie de perdre d'argent. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent du Bitcoin spot par opposition à des contrats futurs. Donc ils achètent du Bitcoin spot, donc c'est-à-dire qu'ils détiennent réellement du Bitcoin. Et en contrepartie, ils vont sur le CME, le Chicago Mercantile Exchange, donc c'est un exchange où on peut échanger du Bitcoin en futur, donc ce sont des produits dérivés, et on peut donc parier à la baisse. Imaginons par exemple qu'ils achètent, je sais pas, $1 million. Alors c'est bien plus que ça en réalité, mais imaginons pour faire simple, qu'ils achètent $1 million à 100 000 $, donc 10 Bitcoins, et bien pour se protéger, ils vont parier à la baisse la même quantité, ils vont parier 10 Bitcoins, $1 million à la baisse. Donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'ils ont une position neutre. Ils détiennent du Bitcoin à 100 000 $. Si le Bitcoin descend, leur position short, c'est-à-dire la position qu'ils ont ouverte en futur, parie à la baisse, elle va être en profit. À l'inverse, leur position spot, c'est-à-dire le Bitcoin qu'ils détiennent, sera dévalorisé. Mais sera dévalorisé du même montant que le profit qui sera latent sur leur position à la baisse. C'est ce qu'on appelle du hedging. En fait, à partir de ce moment-là, ils seront delta neutral. C'est-à-dire que, puisqu'ils ont acheté du Bitcoin et qu'ils en ont parié à la baisse, vendu, en même temps, leur position est neutre. Ça leur permet de se protéger dans une éventuelle baisse du marché. À l'inverse, si le marché monte, ils pourront alors couper leur position de short et commencer à engranger des profits. Et quand la tendance va s'inverser, ils recommenceront à se hedger de manière à être delta neutre. Et en plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on ouvre des positions sur le marché futur, en réalité, il y a également un mécanisme qui s'appelle les fundings. Les fundings, ce sont des frais que vont payer les traders pour que le prix des contrats futurs puisse toujours essayer d'être égal, strictement égal au prix du spot. Puisque ce sont deux marchés différents. Alors je suis désolé, c'est un peu technique. Accrochez-vous, on a bientôt fini. Puisque ce sont deux marchés différents et qu'il y a donc le marché spot et le marché dérivé,
s'il y a un gros volume de trading sur le marché dérivé, il se peut que le prix diffère un petit peu avec le marché spot. Et pour rééquilibrer tout cela, il y a un mécanisme de fundings. Si par exemple le marché est en train d'exploser à la hausse, les fundings seront donc positifs et ce sont les parieurs à la hausse qui vont payer ces frais-là aux traders qui, eux, parient à la baisse. À l'inverse, si le marché est en train de descendre, les fundings vont passer négatifs et ce sont donc les parieurs à la baisse qui vont payer les frais aux parieurs à la hausse. Short paye les longues. Et donc, comme nous sommes en marché haussier, les fundings sont donc relativement positifs. Donc, quand ces hedge funds protègent leur position, donc ce hedge et parient à la baisse, non seulement ils sont delta neutrales, mais en plus, ils se font payer des fundings par tous ceux qui parient à la hausse. Donc, c'est le double effet qui se coule pour eux. Et donc, ça, c'était selon moi la première raison pour laquelle le Bitcoin ne monte pas. On a des institutions qui achètent en masse et en parallèle qui shortent le marché comme des cochons. Forcément, le prix stagne. Alors, la deuxième raison, je suis désolé, elle est encore technique. Il va falloir que je vous explique quelque chose. Alors, dans la finance, il y a pas mal d'acteurs. J'ai parlé tout à l'heure des institutionnels, mais il y a également ce qu'on appelle des market makers. Ce sont eux qui font le marché. Leur but, c'est évidemment de gagner de l'argent. Ils vont faire bouger le marché à leur avantage. Ils vont aller chercher principalement les poches de liquidité. Et c'est ce dont je me sers pour trader au quotidien. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font précisément? Je vous donne un exemple. Là, le marché avait pas mal baissé ces derniers temps. Ces market makers ont dû en acheter un bon paquet. Ils doivent détenir du Bitcoin. Pour le revendre à bon prix, ils vont pas le vendre là, au milieu de nulle part, puisqu'ils en ont tellement que s'ils vendaient ici, à 96, 97 000 $, eh bien, cela ferait une grosse mèche comme ça sur le marché. Et ils vendraient, non pas à 97 000 $, mais à un prix moyen qui va se situer entre 97 000 et 95 000 $, c'est-à-dire 96 000 $. En revanche, ce qu'ils peuvent faire, c'est pousser un peu le marché et aller dans ces zones-là où ils savent qu'il y a de la liquidité, des liquidations qui du coup représentent de la liquidité, vont donc pousser le marché ici en achetant du Bitcoin. Donc ils en avaient déjà acheté là, ils en ont pas mal. Là, ils en achètent encore pour faire monter. Et quand on arrive ici, il y a assez de liquidité pour revendre les bitcoins qu'ils détiennent. Et donc, là, puisqu'il a la liquidité, le fait de vendre à ces niveaux-là ne fera pas bouger le marché. Ils vont pouvoir vendre une grosse partie ou quasi toute partie à 99 000 $. Alors, est-ce qu'il vaut mieux vendre à 99 ou à 96? Le choix est vite fait. Il faut pousser le marché à 99 pour ensuite revendre. Alors, vous allez me dire, oui, mais Jay, en quoi ça nous concerne? En quoi cela explique que le bitcoin est toujours coincé en dessous des 100 000 $? Eh bien, je vais vous expliquer comment. En fait, le gros market maker, plus gros, l'un des plus connus, c'est Wintermute. Wintermute travaille avec Binance. Et comment les exchanges comme Binance fonctionnent? Binance, eux, ils sont rémunérés sur le volume que vous effectuez, en trading ou en spot. Mais dans tous les cas, ils ont des frais sur toutes les transactions que vous effectuez. Donc, plus il y aura de transactions, plus il y aura du volume, et donc plus il y aura des frais. Et c'est comme ça que les exchanges font de l'argent. Alors, ça n'explique toujours pas pourquoi le Bitcoin est coincé en dessous des 100 000 $. Mais quand je vais vous expliquer la suite, vous allez mieux comprendre. Le seuil des 100 000 $ est un seuil psychologique pour le retail. Le retail, c'est vous, moi et tous les petits poissons qu'il y a dans cet océan de crypto-monnaies. Ce seuil de 100 000 $ représente à la fois révolution pour ceux qui ont déjà du Bitcoin, mais une barrière pour tous ceux qui n'en ont pas. Ceux qui le voient au-dessus des 100 000 $ se disent « Oh là là, c'est trop tard, le Bitcoin à 100 000 $, mais il va pas monter plus haut. » C'est exactement ce qu'on se disait quand il a atteint les 1 000 $, quand il a atteint les 10 000 $, quand il a atteint les 20 000 $, quand il a atteint les 70 000 $ et quand aujourd'hui il a atteint les 100 000 $. Mais ce seuil psychologique rebute énormément de nouveaux entrants. Ça, ce n'est pas l'avantage des exchanges. Parallèle, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les exchanges ont intérêt à ce qu'on fasse du volume. Et donc, à qui profite le fait que le Bitcoin range entre 90 000 $ et 100 000 $? Bien aux exchanges, évidemment. Là, je vous donne l'exemple du Sol, où ce post Twitter nous explique que Wintermute, le market maker, a renvoyé des sols à Binance après les avoir achetés à un prix qu'ils ont eux-mêmes fabriqué. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ce sont eux qui ont fait baisser le prix, comme à l'inverse, ils auraient pu faire monter le prix. Ce sont eux qui ont fait baisser le prix pour pouvoir acheter des sols moins chers. Donc en fait, ce qui se passe, je vous invite à suivre ce mec-là, un Marty Party. Il log quasiment tous les exchanges entre Binance et Wintermute. Et qu'est-ce qui se passe? Binance va par exemple envoyer du Solana à Wintermute. Wintermute, lui, va faire baisser le marché puisqu'il détient de toute façon du Solana. Ils ont des capitaux énormes à côté. Ils n'attendent pas seulement les tokens que leur envoie Binance, mais ils vont donc faire baisser le marché dans une poche de liquidité et racheter le Solana moins cher que le prix auquel leur a envoyé Binance. Donc imaginons que Binance leur a envoyé 1000 Solana. Eux font chuter le marché en vendant des sols au prix actuel. Et dans une poche de liquidité, ils vont le racheter. Quand ils vont renvoyer leur Solana à Binance, en réalité, puisque le prix était moins cher, c'est peut-être pas 1000 Solana qu'ils ont racheté, c'est peut-être 1400. Ils vont renvoyer 1000 Solana à Binance. Merci de nous avoir aidé à faire bouger le marché.
et les 400, ils vont les garder. Et c'est comme ça que les market makers se font de l'argent, Binance se fait de l'argent parce que le prix est artificiellement bloqué dans un range, et que du coup, il y a énormément de volume de trading. Voilà la deuxième raison qui explique selon moi pourquoi Bitcoin est depuis plusieurs semaines, plusieurs longues semaines, coincé dans un range entre 90 000 et 100 000 $. Alors, est-ce que tu comprends un petit peu mieux les mécanismes qui font bouger le marché? Si oui, dis-le moi en commentaire. Lâche un like, abonne-toi et active la cloche. Et alors, la news suivante nous liste toutes les réformes qu'a donc initié Trump depuis son arrivée à la Maison-Blanche. Alors, grâce à lui, la SEC, Security Exchange Commission, donc le gendarme boursier américain, c'est l'équivalent de la l'AMF en France, a changé de direction et a adopté une approche plus ouverte à la crypto. Ensuite, une task force, donc on va dire une équipe dédiée, a été créée au sein de la SEC pour élaborer une politique plus claire sur les cryptos, sous la direction de Hester Peirce. Hester Peirce, qui est donc connu pour son soutien au secteur des crypto-monnaies. Ensuite, Russell Brick, le créateur du site Silk Road, un marché noir sur le Darknet, a été gracié par Trump. Un geste très symbolique pour la communauté crypto. Puis, Trump a mis en place un groupe de travail sur la crypto et l'intelligence artificielle confié à David Sachs, un entrepreneur tech influent. Puis, un nouveau secrétaire au Trésor favorable aux crypto a été confirmé par le Sénat, ce qui pourrait assouplir la réglementation. Brian Quintens, ancien membre pro-crypto de la CFTC, régulateur des marchés dérivés, a été nommé à la tête de cette institution, ce qui pourrait faciliter le développement du marché crypto. Un clin d'œil amusant à Dogecoin, Doge, laisse entendre que la crypto-monnaie pourrait jouer un rôle provocateur face à la SEC. Et oui, effectivement, Doge, qui est donc le même coin soutenu par Elon Musk depuis des années, et qui a donc pris son acronyme pour créer donc le Department of Government Efficiency. Donc c'est un ministère qui est chargé de rendre le gouvernement plus efficace. Et c'est donc dirigé par Elon Musk, et ça s'appelle le Doge, comme le même coin que Elon Musk soutient. Et enfin, Howard Lutnick, un partisan des cryptos, a été nommé secrétaire au commerce, ce qui pourrait favoriser l'adoption des actifs numériques dans l'économie américaine. Bon, pour conclure, Trump semble vouloir adopter une politique très favorable aux crypto-monnaies en nommant des personnalités pro-crypto à des postes clés et en allégeant potentiellement la réglementation. Et oui, un petit peu d'opium en ces moments difficiles, ça fait du bien. Alors la news suivante, elle est super également puisque on nous confirme que Trump souhaite, à la demande d'Elon Musk, auditer Fort Knox. Fort Knox, c'est quoi? Ce sont les réserves d'or des États-Unis, qui n'a pas été audité depuis des dizaines d'années. Alors en quoi sommes-nous concernés, me direz-vous? Eh bien, si un audit révélait que Fort Knox ne contient pas autant d'or que le gouvernement américain le prétend, cela provoquerait, accrochez-vous, une crise de confiance envers le dollar, qui repose en partie sur la crédibilité des États-Unis en tant que garant de la stabilité monétaire. Ça pourrait également provoquer un effondrement des obligations et des marchés financiers. Si les investisseurs considèrent que l'or américain a été siphonné ou qu'il n'existe que sur papier via des contrats dérivés, cela pourrait entraîner une chute du dollar. Et au niveau géopolitique, les adversaires des États-Unis, comme la Chine, la Russie, les BRICS, pourraient utiliser cette découverte pour remettre en question l'hégémonie du dollar. Ces pays poussent déjà vers un système de règlement en monnaie alternative, le yuan, le rouble ou l'or. L'affaiblissement du dollar pourrait accélérer la dédollarisation mondiale, avec des pays cherchant à diversifier leurs réserves dans d'autres actifs. PJ, en quoi sommes-nous concernés? Eh bien attendez, je vais vous le dire. Si la pénurie d'or à Fort Knox était prouvée, Bitcoin deviendrait l'actif refuge ultime. Comme pour l'or, le Bitcoin étant un actif rare et immuable, il deviendrait la meilleure alternative pour stocker de la valeur hors du système fiat, les monnaies fiduciaires. Ce qui provoquerait évidemment une hausse rapide et exponentielle du prix du Bitcoin. Mais également, les institutions financières pourraient alors être poussées à adopter du Bitcoin comme garantie ou réserve, puisque l'or ne serait plus une garantie fiable. Et donc ça créerait une accélération de l'adoption mondiale. Si les États-Unis perdent leur crédibilité monétaire, certaines nations pourraient adopter le Bitcoin comme réserve de valeur officielle. Et c'est déjà en train d'arriver. C'est proposé par les États-Unis, c'est proposé par le Salvador, et de plus en plus de politiciens le proposent à leur gouvernement. Alors évidemment, tout cela ne reste que des hypothèses. Malheureusement, le Bitcoin ne va pas exploser dès demain. Et puis, je doute que si réellement il manquait de l'or dans leurs réserves, est-ce que les États-Unis se tireraient une balle dans le pied et iraient l'annoncer à tout le monde? Pas certain. Mais ça fait encore un peu d'opium. Alors on se satisfait de cette news. En news suivante, on avait déjà parlé, mais ça y est, le TF de Ripple a été donc déposé, enregistré par la SEC. Et donc maintenant, la SEC a jusqu'au 18 octobre pour approuver ou refuser cette demande de TF. On a maintenant une date limite. Alors, news suivante, on a la fondation Ethereum qui se réveille après la guerre. Alors, l'Ethereum Foundation, qui est une organisation à but non lucratif basée en Suisse, elle est chargée de soutenir et de développer l'écosystème Ethereum. Elle ne contrôle pas Ethereum, mais elle joue un rôle clé dans son évolution et son adoption. Donc, quand je dis qu'elle se réveille après la guerre, c'est que maintenant que Bitcoin a bien pété et qu'Ethereum a perdu presque 50% de sa valeur, elle se dit, tiens, on va peut-être chercher un responsable des réseaux sociaux pour pouvoir un peu promouvoir l'image d'Ethereum. Bah oui, il était temps, bravo Sherlock. Et ben en tout cas, ce mec-là, il a du boulot. Parce que franchement, l'ambiance sur Ethereum en ce moment, elle est plutôt morose. Alors, news suivante, on a Van Eck, qui est un gros gestionnaire de fonds aux États-Unis, qui dit qu'il serait donc opportun d'effectuer une réserve stratégique de Bitcoin et qu'en accumulant seulement, entre guillemets, 1 million de Bitcoin d'ici 2029, cela permettrait de résorber plus de 21 milliards de dollars de dette nationale d'ici 2049.
Bon, ça reste encore hypothétique, mais c'est toujours intéressant de voir les avis des gros fonds, parce que c'est quand même BlackRock qui a permis justement d'accélérer l'adoption du Bitcoin en créant les ETF l'année dernière. Ça faisait longtemps qu'ils en parlaient, leur position a grandement évolué face au Bitcoin, mais ce sont des petits pas comme ça qui, mis bout à bout, permettra une adoption plus rapide et exponentielle du Bitcoin. Alors, news suivante, on a JP Morgan qui nous alerte sur le fait qu'il y aurait une potentielle correction du marché sur le Bitcoin et l'Ethereum puisque leurs demandes ont baissé sur les contrats futurs du CME, le Chicago Mercantile Exchange. Et puisqu'il y a moins de demandes sur cette bourse, effectivement, on pourrait penser qu'une correction serait à venir. Bon, après, heureusement, il n'y a pas que cet indicateur qui va nous dire dans quel sens va bouger le marché. Et enfin, dernière news, Binance qui a constaté un inflow énorme de 920 millions de dollars en USDT sur la plateforme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? À l'inverse de ce que je vous expliquais hier, quand du dollar ou du dollar numérique, USDT, arrive sur une plateforme, généralement, c'est pour acheter de la crypto-monnaie. Quand on a de la crypto-monnaie qui quitte la plateforme, généralement, c'est pour la stocker. Et donc, ça indique que les gens ont confiance en la crypto et on peut s'attendre à une hausse du prix. Et par contre, quand du dollar arrive sur une plateforme, clairement, c'est pour acheter de la crypto-monnaie et donc présager une éventuelle hausse du prix. C'était tout pour les news. On va donc regarder maintenant le calendrier économique et notamment les résultats qui sont tombés hier concernant les inscriptions hebdomadaires au chômage, les indices manufacturiers de la Fed et les stocks de pétrole brut. Et donc, on a 219 000 inscriptions hebdomadaires au chômage, ce qui est plus que prévu et plus que le précédent chiffre. Donc, le chômage est légèrement en train d'augmenter. Alors, je sais que c'est pas bien pour l'économie, je sais que c'est pas bien pour les gens, mais pour la finance, c'est plutôt pas mal. Parce que si le chômage augmente, ça veut dire que l'économie va pas bien. Si l'économie va pas bien, ça peut inciter la Fed à faire baisser les taux. Qui dit baisse de taux, dit argent moins rare, moins cher. Et donc, on aura tendance à plus facilement placer de l'argent dans des actifs à risque. Baisse des taux égale généralement hausse des actifs à risque comme les stocks ou particulièrement la crypto. Alors, concernant les inflows et outflows sur les ETF, donc sur Bitcoin, on voit donc hier 3780 Bitcoins sont sortis des exchanges, soit 364 millions de dollars. Sur ETH, c'est 4830 Ethereum qui sont sortis des ETF, ce qui représente 13 millions de dollars. Alors ces chiffres peuvent faire peur, mais ce sont en réalité de très petits montants. Depuis quelques jours, on a très peu d'inflow-outflow sur les ETF. Quand on regarde au total, sur Ethereum, il y a plus de 3 milliards qui sont rentrés. Donc moins 13 millions, bon, pas grand-chose. Et donc on commence tout de suite la partie trading avec la liquidation heatmap sur 24 heures, du Bitcoin évidemment. Et on constate que hier, sur la session de New York, on est parti prendre des liquidations au nord, qu'on a rebondi tout juste sur celle au sud, on a fait un beau W, je vais vous montrer sur le graphique. En plus, il était divergent. Et pour lancer une hausse du Bitcoin, donc on est passé hier du plus bas à 96 800 et pour atteindre durant la nuit 98 680. Et depuis, on est coincé dans un tout petit range. C'est normal, il n'y a que Tokyo-Sydney d'ouvert. Londres ouvre dans 2 heures, on verra comment ça bougera. Et sur le mois, on voit qu'on est juste en dessous des liquidations qui sont situées à 97 000 $, qui représentent donc une belle poche de liquidité. Alors évidemment, vu ce que je vous expliquais tout à l'heure, il y a quand même de fortes chances qu'on aille la chercher dans la journée ou sur la session de New York. Alors attention, New York aime bien vendre le vendredi. On est vendredi, donc ils peuvent très bien aller chercher les liquidités là pour avoir l'énergie d'initier un mouvement baissier. Ça peut être un gros mouvement baissier, dont je vous parlais depuis quelques temps. Alors j'espère pas, mais c'est un scénario probable. Alors, je vous l'ai montré tout à l'heure, la charte du Bitcoin pour vous expliquer les hedge funds et le fait de hedger sa position. Et donc, on revient là sur le Bitcoin en daily. Donc, chaque bougie représente un jour. Et je vous parlais hier d'un petit breakout. Et la bougie a effectivement clôturé en dehors de cette tendance baissière. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y aura un breakout? Possible. On peut également, le prix aime bien faire ça, revenir se poser juste sur la trend et repartir à la hausse. À voir. On verra, franchement, cette session de vendredi là sera déterminante. Et donc, quand on zoome un petit peu en bougie 5 minutes, on voit donc à la session de New York hier, pour la 4e journée consécutive, les Américains ont revendu, ont ravalé toute la hausse qu'on avait effectuée pendant la journée. Alors du coup, je m'y attendais un petit peu et j'avais préparé mon short pile poil à l'entrée de cet ordre bloc. Et en plus, surtout, qui correspondait à ce que je vous l'ai montré tout à l'heure, hop, ici, à une prise de liquidité. On a pris les liquidations même et on avait le jus pour pouvoir redescendre. Donc ici, pour moi, c'était une zone de short prédestinée. Alors du coup, je suis rentré en position juste ici. J'avais mis mon risque au-dessus de l'order block. Et donc, j'ai été chercher un ratio de 2,5. J'ai TP sur la VWAP, encore une fois. J'aurais pu prendre encore plus, c'est vrai. Et je ne savais pas jusqu'où on allait descendre. D'ailleurs, on s'est arrêté à un niveau qui, selon moi, est vraiment très étrange parce que ici, vous voyez, on a fait un triple bottom. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, il y a plein de liquidités à aller chercher. Et là, on s'est arrêté pile poil au même niveau. On n'a même pas été chercher les liquidités en dessous. Alors c'est pour ça que je ne suis pas rentré en long tout de suite. De toute façon, vous savez, en trading, on le dit toujours, on ne rattrape pas un couteau qui tombe. Et donc, généralement, on attend un petit pullback et on revient. Et donc là, ils ont effectué un pullback parfait. Vraiment parfait. On fait un pot W divergent. Vous voyez, parce que
Là, si on prend cette bougie bleue, corps de bougie, cette bougie ferme plus haut que cette bougie-là, qui, elle, ferme plus bas. Et à l'inverse, quand on regarde le RSI, cette bougie-là, elle effectue un bottom qui est ici, alors que l'autre, elle effectue un bottom qui est plus haut. Vous voyez? Donc là, ça monte, là, ça descend. On va le tracer pour que vous voyez bien. Hop. Donc là, ça descend. Hop. Et là, ça monte. C'est ce qu'on appelle une divergence. Et donc, du coup, ça m'a permis de prendre position juste ici, en mettant mon risque sous la mèche qui était là. Et donc, j'ai pu aller chercher 5,6 R sur ce trade. Et donc, en risquant 100 $, on sort avec 560 $. Là, j'avais risqué, pareil, 100 $. Et j'ai pris 2,5 fois mon risque, donc 250 $. Alors attention, hein, il m'arrive aussi de me tromper. Hein. Mais ces temps-ci, j'ai plutôt pas mal de chance. Peut-être que j'ai un petit peu aussi amélioré ma lecture du marché. Et depuis que je travaille vraiment les zones de liquidité, les entrées sont presque chirurgicales. Alors ce matin, en me réveillant, j'ai pris un petit trade, même si j'étais pas très convaincu. J'ai tracé ici donc le fair value gap M30. Comme je vous disais, ils sont très réactifs sur le Bitcoin. Donc je me mets en 30 minutes. Je vais identifier le fair value gap qui était là, entre là et là. Vous voyez, je le trace et ça devient une zone potentielle de rebond. Et on voit qu'on est rebondi plusieurs fois dessus. Et en plus, on était en train d'effectuer un triangle de compression. Donc j'ai tenté, je me suis dit, il n'y a pas beaucoup de volatilité. En réalité, là, ce sont des très faibles mouvements. Mais j'ai passé mon stop loss sous le fair value gap. Je suis rentré et pour l'instant, je suis dans le vert. J'ai mis mon TP juste en dessous de l'order block qui est au-dessus et juste en dessous du top qu'on a effectué ici. On verra demain si j'avais raison ou pas. Dans tous les cas, mon trade est déjà sécurisé et déjà monté mon stop loss à break-even. Donc même si on tombe dedans, au pire du pire, j'aurais rien gagné. Et au mieux, je vais gagner 4,4 R, donc 440 $. Et donc on regarde tout de suite l'Ethereum en daily. Poursuit sa légère traîne haussière. Vraiment très légère, hein, parce qu'en réalité, on est plus coincé dans un range. Mais écoutez, au moins, il n'est pas en train de descendre. C'est déjà pas mal. Et quand on zoome un peu, on voit que New York est juste venu chercher l'order block qui est situé au-dessus avant de revendre. On est retombé dessus et on est revendu. Est-ce qu'on va encore toucher et repartir? À voir. J'ai pas posé de trade sur Ethereum. J'ai pas confiance en ce moment. D'ailleurs, quand on regarde le ratio Ethereum-BTC, on voit que on a légèrement enfoncé la trend haussière que j'ai tracée lundi. J'espère qu'on va pouvoir rapidement la réintégrer. Parce que Ethereum qui descendra encore plus bas, ce serait vraiment pas bon signe. Et je termine par la Bitcoin dominance en daily qui est toujours en train de faire des tout petits mouvements. Donc rien de pertinent pour l'instant. Je rappelle juste que la dominance du Bitcoin représente la force du Bitcoin face aux autres tokens. Plus elle monte, plus Bitcoin est fort face à ces tokens. Plus elle descend, plus les altcoins prennent de la force face au Bitcoin. C'était tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, elle t'a été utile, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actus crypto. Allez, cheers!